Est-ce que ça vous dit qu'on parle de loup-garou? Personnellement, j'adore cette créature. Je crois même que c'est ma préférée. J'aime l'esthétique de la bête, les légendes autour, la période durant laquelle on croit à ces histoires, les gravures et les dessins qu'on fait d'elle, comme on se l'est imaginé. Bref, j'aime tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire à la fois effrayante et passionnante, mais surtout vraie. Un homme qui a réellement été jugé pour avoir dévoré plusieurs enfants sous la forme d'un loup-garou. Et tout s'est passé en France. Commençons par les faits. Nous sommes au XVIe siècle dans les Franches-Comté en France. Une série de meurtres violents est commise durant l'automne 1573. Des enfants sont retrouvés partiellement consommés et les témoignages assez contradictoires disent avoir vu pencher sur les victimes une bête ou un homme. Ce qui est marquant avec cette affaire, c'est qu'on a des traces, des documents officiels qui parlent de cette histoire et qui prouvent qu'elle a existé. Déjà en septembre 1573, la cour du Parlement de Dole officialise la présence d'un lycanthrope dans sa région. Lycanthrope, c'est un synonyme de loup-garou qui vient du grec ancien. Je vais vous lire le texte, bon attention, c'est du vieux français. Dans les territoires d'Épagny, Salvange, Courchapon et les villages voisins, a souvent été vu et rencontré pendant un certain temps passé un loup-garou qui, dit-on, a déjà saisi et emporté plusieurs petits-enfants, afin qu'ils n'ont pas été revus depuis. Et la suite indique que tous ceux qui veulent poursuivre cette créature ne seront pas punis s'ils la tuent. Ça donne l'ambiance. En gros, ils organisent officiellement une chasse aux loups-garous dans la région. Parlons des victimes. Tout d'abord, une jeune fille d'une dizaine d'années est retrouvée morte dans des vignes, dans le bois de Serres. On raconte qu'elle a été étranglée et ensuite traînée dans les bois. Des morceaux de chair étaient prélevés aux bras et aux cuisses. Dans les archives du procès, on peut lire « Sous la forme, un homme aurait tué la fille avec des mains semblables à des pattes et ses dents. Il aurait dévoré une partie de la victime et ramené des morceaux à sa femme. Quelques semaines plus tard, après la Toussaint, une autre fille est attaquée dans le pré de la Ruppe. 3 témoins qui ont entendu les cris de l'enfant vont surprendre l'auteur des faits et l'empêcher de dévorer la fille. Ils disent avoir aperçu une créature monstrueuse en train de la déchiqueter. Malheureusement, la fillette, trop blessée, ne survit pas. Quelques jours plus tard, c'est un garçon de 10 ans qui disparaît et qui est retrouvé mort dans les vignes entre Gredizan et Menottet. Le garçon a été étranglé et des morceaux de chair au niveau de ses cuisses et du ventre ont été arrachés. Et une jambe a même disparu. Et quelques jours après, encore une victime. Un garçon encore, sous un gros poirier vers le bois du village de Pérouse dans le comté de Cromary. Avant de mourir, les cris de l'enfant ont alerté le voisinage. Et c'est en décembre 1573 qu'on arrête enfin une personne. Il s'agit de Gilles Garnier, une personne qui vit à l'écart en pleine forêt. Il est arrêté dans son ermitage. Qui est ce Gilles Garnier? C'est un Lyonnais de naissance qui vit en pleine forêt, la forêt de Serres, pas loin de Dole. Il s'était installé dans l'ermitage de Saint-Bonneau pour fuir les gens et se consacrer à Dieu. Et il ne vivait pas seul comme un ermite, il vivait avec sa femme et ses nombreux enfants. Information très importante, il s'était installé ici, au milieu des bois, dans sa maison, sans demander aucune autorisation. Vous l'avez compris, si je le mentionne, c'est un détail qui ne va pas aider son cas. Le procès ne mentionne pas d'interaction avec les voisins de la ville d'à côté. On ne sait pas si la famille avait des interactions avec d'autres personnes. Est-ce qu'ils voulaient fuir les gens et ils voulaient rester entre eux? Ou alors, est-ce qu'ils étaient rejeté par le voisinage? Les descriptions qu'on a de lui, c'est un homme peu aimable, avec une longue barbe grise, un teint pâle, des yeux clairs enfoncés et des sourcils touffus. Pendant son procès, Gilles Garnier reconnaît tous les crimes et il raconte avoir fait une rencontre déterminante. Dans les bois, il aurait un soir rencontré une étrange entité à forme humaine qui lui aurait dit de pouvoir faire des miracles, lui enseigner l'art de se métamorphoser en loup, lion ou léopard. Garnier aurait choisi le loup parce que beaucoup plus commun en Franche-Comté. Ça se tient, c'est logique. En janvier 1574, l'accusé est condamné par le Parlement de Dole à être brûlé. C'est une sentence extrêmement sévère pour l'époque. Alors, pas le fait de le tuer, de le brûler, mais la manière dont c'est fait. Généralement, le bourreau étranglait discrètement le condamné, avant que les flammes ne l'atteignent. On appelle ça un retenteau. Mais pour Gilles Garnier, hors de question, parce qu'il n'était pas un coupable ordinaire. Non, on l'accusait d'avoir tué plusieurs enfants, et ça sous forme de loup-garou. Donc, il doit être brûlé vif conscient. On va parler maintenant de l'époque. Évidemment, il faut un petit peu recontextualiser tout ça, replacer cette
cette histoire dans son époque. Nous sommes à la fin du XVIe siècle et à ce moment-là, la France et l'Europe croient encore aux monstres, au diable et à la sorcellerie. On est vraiment en plein dedans. Le fait de croire que l'homme est capable de se transformer en animal n'est pas nouveau. On en parlait déjà pendant l'Antiquité. Au Moyen-Âge, on pensait que les loups-garous étaient victimes d'une malédiction parce qu'ils s'étaient éloignés de l'église ou alors ils auraient eu un mauvais sort. Et puis progressivement, le loup-garou devient de plus en plus sombre. Au XIIIe siècle, on le décrit comme un amateur de chair fraîche qui égorge les bêtes. Au XVe siècle, le loup-garou devient carrément une créature de Satan. Et c'est un livre qui va notamment renforcer cette idée, Malus Maleficarum, un livre de 2 inquisiteurs allemands. Dans cet ouvrage, le loup-garou est décrit comme un serviteur de Satan sur Terre. Et puis, entre le 15 et le 18e siècle, les famines, les guerres, les luttes religieuses vont aussi contribuer à faire émerger toutes sortes de superstitions, dont celle des loups-garous. À l'époque de Gilles Garnier, on est en pleine époque de lycanthrophobie. Ça veut dire la peur des loups-garous. Ça devient franchement fou. Des centaines d'innocents vont être condamnés au bûcher parce qu'accusés de se transformer en loup. On recense maximum 300 procès pour la lycanthropie en Allemagne. Les immigrés, les pauvres ou les personnes vivant en marge de la société sont souvent visés par ces accusations. Pendant cette période, il y a même pas mal de petites astuces pour reconnaître un lycanthrope. Par exemple, si une personne a de gros sourcils bien touffus ou encore pire, s'ils se rejoignent en mode mono-sourcil, ça peut être un signe que cette personne est un loup-garou. Ah mais oui, Gilles Garnier avait des sourcils touffus. Je suis dans le bois, là où Gilles Garnier aurait rencontré l'étrange forme fantomatique qui lui aurait donné le pouvoir de se transformer en loup. Ça s'est passé dans ces bois. Et là, on arrive dans les ruines de la maison de Gilles Garnier, le fameux ermitage, là où il a vécu avec sa famille. C'est hyper intéressant de venir sur place parce que déjà on visualise bien le lieu, l'ambiance qui va avec ce récit, avec cette histoire. Mais aussi, je me rends compte que la maison, elle était grande. Hein. Bon, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Mais dans les années 90, en 1996 précisément, un plan global des vestiges a été fait et on a pu dater le site grâce à du mobilier retrouvé. Genre, on a retrouvé des pots, de la vaisselle, pots en cuir, fragments de chaudron et on a pu dater tout ça à l'époque de Gilles Garnier. Tout ça, c'est un mur encore. Là, il y a un mur, là, il y a un mur. Là, il y a un mur. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces fouilles, on a retrouvé des os d'animaux domestiques, du bœuf, du porc et du mouton. Mais aucun os humain. Donc, ça colle pas du tout avec les récits qu'on fait de ce lieu avec un loup-garou qui venait manger des victimes et des humains et toutes les accusations envers Gilles Garnier. Ça colle pas du tout. Le dernier crime dont il a été accusé se trouve assez loin de là où il vivait, à plus de 60 km. C'est quand même une belle distance à faire à pied, surtout pour l'époque. Il aurait dû avoir un cheval ou un âne, chose qu'il n'avait absolument pas. La question à laquelle j'ai pas encore répondu depuis le début de cette vidéo, c'est est-ce que Gilles Garnier était bel et bien un loup-garou? On a des documents, des récits qui expliquent tout ça, on a des témoignages. Alors selon vous, eh bien ça, je pense qu'on connaît tous la réponse. Non. Maintenant, la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce qu'il était réellement coupable de tous ces crimes? En réalité, on a vu que Gilles Garnier cumulait pas mal de points négatifs pour cette époque. Il vivait en dehors de la société, dans une maison dans les bois. Apparemment, il n'avait pas de contact avec les voisins ou le voisinage. Physiquement, il avait ses gros sourcils. C'était un peu le coupable idéal. Et l'histoire qu'il va raconter ressemble à toutes celles des procès de lycanthropie. Même récit, même manière de voir les entités diaboliques. Vous savez, quand il rencontre cette personne dans les bois, il a dit que c'était cette personne qui lui avait donné le pouvoir de se transformer. On retrouve assez souvent cette façon d'expliquer les choses pendant un procès. On dit aussi que les questions des juges étaient stéréotypé, favorisant des réponses voulues. Bref, je l'ai pas lu clairement dans mes recherches, mais on peut se demander s'il n'était pas torturé pour avouer ces choses. Sous la douleur, il aurait avoué tous ses crimes. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, on obtenait souvent les aveux sous torture. Par exemple, on accrochait la victime par les mains, les bras attachés derrière son dos, et on lestait de ses pieds de plus en plus tout au long de l'entretien. 20, 50, même 75 kilos, jusqu'à ce que la personne avoue. Quand c'était fait, hop, on l'envoyait directement au procès pour qu'elle répète ses aveux. Et si elle ne disait pas la même chose,
hop, retour en salle de torture. Les accusations de lycanthropie sont souvent liées à un autre type d'accusation qu'on connaît bien mieux, la sorcellerie. Et oui, au XVIe siècle, on est aussi en pleine période de chasse aux sorcières. D'ailleurs, mon pays, la Suisse, a un passé méga violent avec ce sujet. C'est là que la chasse aux sorcières a été la plus féroce, la Suisse romande, donc dans la partie où on parle français. C'est une des premières régions qui s'est lancée dans la chasse aux sorcières au Moyen-Âge, et ça a duré jusqu'en 1731, date à laquelle la dernière femme a été brûlée pour sorcellerie en Suisse. La sorcellerie, les sorcières, encore une fois, peut-être un thème pour une prochaine vidéo. En ce qui concerne les loups-garous, c'est impossible de savoir combien de femmes et d'hommes ont été sur le bûcher. Avec ou sans procès, certains experts parlent de dizaines de milliers, d'autres de centaines. En Allemagne, il y aurait eu 300 cas de loups-garous accusés et exécutés, ce qui n'est pas grand chose si on compare au nombre de personnes accusées pour sorcellerie. En Europe, on estime qu'entre 30 000 et 60 000 personnes ont été brûlées pour sorcellerie, dont 6 000 en Suisse. Et ben, sacrée période remplie de psychose, tellement de personnes ont été tuées parce que peut-être qu'elles étaient juste un petit peu différentes ou accusées à tort. C'est terrible. Merci beaucoup de m'avoir écouté et regardé, et je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos.